du côté israélien, il y a une grande modification qui n'a pas été perçue parce qu'elle est intervenue progressivement. C'est la radicalisation du gouvernement. C'est-à-dire, pour donner une date, à partir de 2015, Benjamin Netanyahou dirige un gouvernement où il n'y a plus que la droite et l'extrême droite, à l'exclusion de toute autre force, sauf les ultra-orthodoxes, mais comme vous savez, j'imagine, les partis ultra-orthodoxes n'ont pas vraiment de politique, ils sont simplement là pour piller le pays en utilisant le maximum de fonds possible nécessaires pour entretenir leur réseau d'éducation, leur yeshivot, etc. Donc, on a un pouvoir extrémiste. Dans n'importe quel autre pays, on parlerait de gouvernement fascisant. Mais concrètement, c'est numéro un pouvoir qui a officialisé dans sa loi constitutionnelle du 19 juillet 2018 l'apartheid, puisque le premier article de la loi sur l'État-nation du peuple juif, c'est son nom, dit, je cite, « Seul le peuple juif a droit à l'autodétermination en Israël ». Ça veut donc dire en clair que les 20% de citoyens qui ne sont pas juifs n'ont pas droit à l'autodétermination. Ça, c'est la définition de l'apartheid. Un territoire sur lequel il y a deux populations ou plus, et l'une a tous les droits et l'autre aucun. Deuxièmement, c'est un gouvernement, celui qui est toujours en place, au moment où nous parlons, qui a mis le cap non plus sur l'occupation et sur la colonisation des territoires palestiniens, mais sur leur annexion. Il y a une loi du 5 février 2017 qui permet l'annexion de tout ou partie de la Cisjordanie. Et troisièmement, c'est un gouvernement, toujours le même, qui, je vous l'ai dit, je n'y reviens pas, a noué des alliances avec toutes les forces populistes dans le monde en général, mais en particulier en Europe centrale et orientale. On est quand même devant un gouvernement qui, dans tous les domaines, est un gouvernement extrême droite est presque un mot faible pour le qualifier. Voilà du côté israélien. Du côté palestinien, malheureusement, la caractéristique qui n'a pas cessé depuis 2006, depuis les élections remportées par le Hamas, c'est la division de plus en plus profonde entre le Fatah et le Hamas, le mouvement, disons, nationaliste laïque et le mouvement nationaliste religieux, islamiste, mais aussi la division entre la Cisjordanie et Gaza, par la même occasion. Et il faut dire clairement que cette division-là, elle est l'arme stratégique la plus importante d'Israël depuis l'embargo sur Gaza. Ça permet à Israël de jouer en permanence, soit en s'arrangeant avec Mahmoud Abbas contre Ismaïl Haniyeh, soit en s'arrangeant avec Ismaïl Haniyeh contre Mahmoud Abbas. La division palestinienne, elle rend les Palestiniens incapables de toute initiative politique et stratégique efficace. Troisième élément qui me paraît important sur caractériser la période actuelle, c'est évidemment le fait qu'Israël bénéficie avec Donald Trump du président le plus pro-israélien de l'histoire de l'après-guerre, 45, je veux dire. Il considère, à mon avis, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la stratégie, mais qui ont à voir avec la tactique électorale, que pour satisfaire son électorat, juif, mais ça devient de plus en plus difficile, mais surtout évangéliste, ça c'est plus facile, il faut qu'il soutienne Israël dans toutes ses politiques. Et les Israéliens ont très bien compris quel profit ils pouvaient tirer de cette situation, au point d'ailleurs qu'on peut se demander, j'ai fait un article là-dessus dans l'État du Monde de l'an dernier, qui dirige dans le duo israélo-américain.
beaucoup d'éléments, d'indices montrent que c'est Israël qui dirige. Et c'est notamment vrai, bon, évidemment, avec la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, le transfert d'ambassade à Jérusalem, avec la légitimation de l'annexion du Golan, avec le plan Trump qui permet l'annexion de la majorité de la Cisjordanie par Israël. Donc on a, si vous voulez, une situation internationale extrêmement paradoxale. On a rarement vu un pays, un État en conflit aussi isolé à l'ONU. C'est lui qui a ouvert la boîte de Pandore dans son discours du 16 juillet 2017 pour l'anniversaire de la rafle du Veldiv, en avançant cet amalgame entre sionisme, antisionisme et antisémitisme. Derrière lui, dans les semaines qui ont suivi, le Conseil représentatif des institutions juives de France, par la voix de son président Francis Khalifa, s'est engouffré sur cette petite phrase d'Emmanuel Macron pour exiger une loi qui criminalise l'antisionisme. C'est engagé une bataille qui a duré presque 2 ans, à laquelle j'ai participé modestement avec un petit bouquin qui s'appelait Antisionisme égale antisémitisme, point d'interrogation, réponse à Emmanuel Macron, sur lequel j'ai fait plus de 100 conférences publiques. J'ai rencontré plus de 7000 personnes pour leur en parler. Et je dois dire qu'il y a 2 arguments qui étaient imparables. Et je l'ai senti parce que on voit bien quand on fait des conférences comment les gens réagissent. D'abord, historiquement, c'est un analphabétisme, ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il ne connaît rien à l'histoire des Juifs, à l'histoire du sionisme, à l'histoire du Proche-Orient. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'immense majorité des Juifs de 1897 à 1939 étaient hostiles au projet de Herzl. Ce n'est pas une affirmation. 3 millions de Juifs, entre ces 2 dates, quittent l'Europe. Où vont-ils? En Palestine? Non. Ils vont aux États-Unis. En Palestine, en 1939, il y a 450 000 Juifs, c'est-à-dire 0,5% de la population juive mondiale. Alors c'est vrai que le génocide transforme cette situation, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une grande partie des survivants n'ayant pas d'autre solution se rend en Palestine, où le hasard fait bien les choses, on vient d'expulser 800 000 Palestiniens, donc il y a de la place. Mais regardez bien, ces gens qui vont en Palestine, pas tous, il y a des sionistes militants, convaincus, bien sûr, mais l'immense majorité, là aussi, ils y vont simplement parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Ce n'est pas un choix sioniste. Vous prenez aujourd'hui la situation mondiale, vous avez 6,5 millions de Juifs en Israël, vous en avez plus de 10 millions ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que même aujourd'hui, soit plus de 70 ans après la création de l'État d'Israël, il y a une majorité de Juifs qui n'ont pas choisi le sionisme, qui n'ont pas répondu aux appels du sionisme. Donc, toute cette histoire, du point de vue, encore une fois, de la science historique, elle montre l'analphabétisme d'Emmanuel Macron. L'autre argument, et qui est extrêmement puissant à mon avis, c'est qu'il y a dans cette démarche d'Emmanuel Macron quelque chose de totalitaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous n'avons pas en France de délit d'opinion. Ça n'existe pas depuis la guerre d'Algérie. Alors il faudrait instaurer un délit d'opinion pour condamner l'antisionisme. Mais alors il faudrait instaurer un délit d'opinion pour condamner l'anticommunisme. Les communistes pourraient demander ça. Les gaullistes pourraient demander qu'on condamne l'antigaullisme. Les libéraux qu'on condamne l'altermondialisme. Je veux dire, comment imaginer un pays qui rentrerait dans cet engrenage-là? Et d'ailleurs, le fait est qu'au bout de 2 ans de bataille,
Emmanuel Macron a annoncé, c'était le 19 février 2019, qu'il renonçait au projet de loi sanctionnant l'antisionisme. Pourquoi? D'abord parce que l'opinion, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne suivait pas du tout. 69% de gens qui ont une mauvaise image du sionisme, ça collait mal dans le paysage. Deuxièmement, tous les juristes, ou quasiment, étaient hostiles pour des raisons de défense des libertés, du droit à l'expression, quand même, du droit d'opinion. Et puis, il s'est trouvé que dans l'entourage de Macron, même là, un certain nombre d'hommes et de femmes politiques ont dit non, ça, on ne peut pas faire ça, c'est impensable. Je pense à Richard Ferrand, je pense à Blanquer, je pense à Belloubet, qui était quand même ministre de la Justice et garde des Sceaux au passage. Donc tout ça a amené à l'abandon du projet d'Emmanuel Macron de loi sanctionnant l'antisionisme. Qu'est-ce qu'il est resté? Il restait l'annonce que la France allait appliquer la définition de l'antisémitisme par l'IHRA, l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste.